pas le parti de l'argent. Je n'aime pas tout ce que ça représente, et tout ce que ça représente je dirais, d'égoïsme monstrueux, d'autisme, ces gens qui s'enrichissent d'une manière insupportable dans un peuple qui, lui, s'appauvrit, avec une jeunesse dont 23% de l'effectif est au chômage. Je considère qu'il y a un aveuglement collectif de nos élites. Hein. Tous ces gens qui ne souffrent pas du tout de la crise, au contraire, leurs revenus, je vois des salaires qui oscillent entre 200 000 et 1 million d'euros par mois. Il y a des gens en France qui gagnent 1 million d'euros par mois. Hein. Et donc il n'y a pas que les rentiers de la finance, il n'y a pas que ceux qui touchent des dividendes ou des stock options. Il y a des salariés qui sont évidemment du côté de la caste financière. Mais ça, c'est une horreur. Ils seront balayés par l'histoire. Moi, j'en suis convaincu. Donc, oui, mais alors là, c'est très important ce que vous venez de dire. Ils seront balayés par l'histoire. J'embraye là-dessus. Tout le monde sent qu'il est en train de se passer quelque chose depuis maintenant, qui a été amplifié par la crise financière de 2008. Tout le monde sent qu'il est en train de se nouer quelque chose, hein, qui risque de se dénouer dans une violence totale. Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Il faudra qu'à ce moment-là, il y ait des hommes d'État. En France, il n'y en a pas beaucoup, je peux vous le dire. Et si vous prenez 1940, nos élites se rallient objectivement à Hitler. C'est affreux. On est complètement défaillante. Et le général de Gaulle dit, mais si le camp de la liberté doit l'emporter, c'est pas seulement l'honneur de la France qui est en jeu, c'est son intérêt même. Discours du 22 juin. On cite toujours le 18 juin, c'est une guerre mondiale, etc. Mais le 22 juin est un discours encore plus beau. Mais il est tout seul. Après, tout le monde sera autour de lui. Et tous ceux qui ont fait allégeance à Pétain feront allégeance à De Gaulle. Et je pourrais vous citer des grands textes, y compris de nos grands auteurs, de nos grands romanciers. Tout ça est absolument extraordinaire. Et toute la diplomatie, toute la haute fonction publique. Hein, et même le procureur général qui va juger Pétain, il a prêté serment à Pétain. Donc tous ces gens-là se retournent. Parce que ce sont des hommes, je réponds à votre question, et que les hommes sont comme ça. Et que lors de la Restauration, quand Louis XVIII a gagné, tous les maréchaux napoléoniens ont abandonné Napoléon. Et se sont ralliés à Louis XVIII. Et quand il y a eu les 100 jours, ils se sont retournés vers Napoléon. Et quand Napoléon est arrivé à Paris, on lui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait, sire? On les met au cachot ?» Et il a répondu « Non, ce sont des hommes. » Et il a essayé de les utiliser. Puis il y a eu Waterloo, et ceux qui ont pu ont essayé de se rallier à nouveau, comme Talleyrand, enfin... et puis il y en a d'autres qui n'ont pas pu, qu'on a fusillés, comme Ney. D'autres sont partis en exil. Donc la question était ? La question est, pourquoi est-ce que vous avez des gens qui vous ont lâché, au fond, hein? Je vous dis, ce sont des hommes. Donc on les retrouve partout, on les retrouve tous azimuts. C'est la preuve de ma capacité de rassembleur. Hein? Dans la France de 2011, aujourd'hui, qu'est-ce qui définirait en 2 phrases, en 3 phrases très simples, un homme d'État ? Oui, on peut faire un sondage chez nous, j'ai entendu l'honnêteté. Tiens, oh là. Je me lève, non ? Ouais, je vous en prie. Oui. Alors, la question qui m'a été posée présuppose qu'une condition préalable soit présente dans votre esprit. On n'est pas homme d'État en l'air. On appartient à une collectivité. Et quand je dis une collectivité, c'est faible. On fait partie. On appartient à un pays ou à un empire. Nous parlions de Otto de Habsbourg avec un de nos voisins de table. Je n'ai pas dit qu'il est un homme d'État, puisqu'il n'a jamais exercé aucune responsabilité gouvernementale. Il est député de Bavière, je crois, député au Parlement européen. Mais pour être un homme d'État, il faut d'abord sentir qu'on est français. Si on veut être un homme d'État pour la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas
la perspective européenne et la nécessité de resserrer les liens de solidarité entre les différents peuples d'Europe. Mais ça ne se situe pas au même niveau. Il faut comprendre que la France, comme disait Michelet, est une personne, qu'elle vient du fond de l'histoire. La France, c'est bien sûr la République. C'est la grande césure de la Révolution française, entre le droit divin et ce que les hommes de la Révolution ont inventé, qui s'appelle la République, qui implique l'école, la citoyenneté, le civisme et donc le patriotisme, car l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut sentir qu'on appartient à la France, qu'on est l'héritier de 1500 ans d'histoire. Il faut d'abord ça. Ça ne suffit pas, parce que ça, je dirais, un citoyen, normalement, devrait le ressentir. Même si ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. De Gaulle disait, c'est la rencontre d'un grand caractère et d'un événement. Et il faut un grand caractère. De Gaulle, par exemple, ça aurait été un inconnu s'il n'y avait pas eu l'affreuse défaite de 1940, qui l'a propulsé sur le devant de l'histoire. L'appel du 18 juin, c'est lui qui le lance. Et, je dirais, 4 ans après, c'est la descente des Champs-Élysées, mais enfin ça a une signification. C'est le libérateur, c'est l'homme vers lequel tous se tournent. Et ceux qui ne se tournent pas vers lui sont les réprouvés, les collabos, ceux qui ont pris la route de Sigmaringen via Belfort. Parce que vous savez que Pétain et Laval ont fait un dernier stage en septembre 1944, tout à côté de Mulhouse. Donc un homme d'État, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une analyse, une vision. Si De Gaulle n'avait pas rencontré Juin 40, il serait resté l'auteur de La discorde chez l'ennemi, La France et son armée, d'autres livres vers l'armée de métier, un essayiste, un historien, une belle plume, quelques dizaines de milliers de lecteurs, pas beaucoup plus, un colonel en retraite. On l'aurait oublié. Enfin, je ne sais pas si on l'aurait oublié. On l'aurait cité quand on cite Lidl-Hart ou bien des grands stratèges. Mais il se trouve que, voilà, il a rencontré un événement formidable. De même que Clémenceau, qui au fond ne souhaitait pas vraiment venir au pouvoir, on s'est tourné vers lui en 1917 parce que c'était Clémenceau, ou c'était la défaite. Et celui qui s'est tourné vers lui, c'était son adversaire de toujours, Poincaré, que lui, Clémenceau, insultait encore au début de l'année 1917, en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Mais quand même, ce Poincaré a fait un grand acte de patriotisme en appelant un homme qui avait la trempe et le caractère de Clémenceau. Et Clémenceau a su tirer de la France l'énergie qui lui a permis de l'emporter dans une guerre où ce n'était pas du tout évident. Vous savez, en juin 1918, les Allemands étaient à nouveau à 30 km de Paris. Ça s'est joué sur un fil. Et ça a tenu à l'énergie d'un homme. Si nous prenons les républicains du Second Empire, ils auraient disparu si Napoléon III s'était gardé de déclarer la guerre à la Prusse. Mais Napoléon III a été fait prisonnier. Le 2 septembre, le 4 septembre, c'était la République. Ces gens-là, qui étaient une opposition très minoritaire, sont devenus le gouvernement de la France. Gambetta, puis d'autres, Ferry et quelques autres, qui ont jeté les bases d'une troisième République qui était quand même une République solide, avec des hommes qui avaient une pensée, parce qu'ils avaient été longtemps dans l'opposition, donc ils avaient beaucoup réfléchi. Et par exemple, Jules Ferry fait le serment en 1860 de consacrer sa vie à l'éducation. 20 ans plus tard, il devient président du Conseil et ministre de l'Éducation nationale, qu'à l'époque on appelait de l'instruction publique. Et il fait les grandes lois laïques qui ont créé l'école républicaine. Alors, je réponds à votre question en prenant des exemples, mais un homme d'État, c'est une vision et ce sont des événements. S'il n'y a pas d'événements, même si vous avez de grands caractères, même si vous avez des gens qui ont une vision, ils peuvent avoir des succès d'auteur,
hein, où ils peuvent être reconnus comme des spécialistes dans leur domaine, ils peuvent être reconnus à divers titres, mais ils ne seront pas les hommes d'État, parce que l'événement n'est pas là. Est-ce qu'il ne faut pas... Vous vous rasseoir, mais j'ai bien apprécié le fait que vous leviez. Ça, Vous avez commis l'erreur de rester assis, mais non, c'était une interview à table. Non, non, mais c'est bien, c'est le bon moment pour se lever. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour un homme d'État, bénéficier d'une vraie culture? Écoutez, quand je dis une vision, ça présuppose une culture. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de culture, De Gaulle c'est un homme de culture. Les républicains dans le traitement public, c'était des gens qui avaient médité sur la Révolution, son échec, l'Empire, la Restauration, les restaurations, et qui voulaient fonder la République sur des choses solides, et qui ont compris qu'ils devaient récupérer la France d'avant 1789, mais en la mettant au service de la République. Ils ont compris l'importance de l'école pour former le citoyen. Ils ont vraiment créé cette République enseignante qu'a été la Troisième République. Ils étaient des hommes de conception, de culture. Et tout le XIXe siècle est quand même illustré par des hommes politiques qui font des livres. Par exemple, Guizot, Thiers, écrivent sur la Révolution, font des livres qui sont de maîtres livres. Puis il y en a beaucoup d'autres, hein. Je dirais Tocqueville, Taine, Fustel de Coulanges, enfin beaucoup sont des gens qui méditent à l'ombre de cet événement formidable, qui a été pas seulement pour la France, mais pour l'Europe et le monde entier. Pensez que les indépendances américaines d'Amérique du Sud, ça suit les guerres napoléoniennes. Parce que la France a commis l'erreur d'envahir l'Espagne, de détrôner le Bourbon d'Espagne pour mettre Joseph Bonaparte sur le trône d'Espagne. Sombre erreur. Mais en même temps, la France met fin à l'empire espagnol en Amérique latine. C'est Bolivar, Sudre, enfin tous les héros des guerres d'indépendance latino-américaines. Donc la Révolution française, elle a un impact formidable. 1918, c'est la traduction du principe des nationalités. C'est encore la Révolution française. Alors, Jean-Pierre Chevènement, la question suivante, elle est naturelle. En dehors de vous, puisque vous êtes candidat à la présidence de la République, vous le voyez où, cet homme d'État, en France, aujourd'hui, de nos jours, 2011? Quelle taille? Quelle taille? C'est pas moi qui ai posé la question. Vous m'emmènerez pas sur ce terrain-là. Il vaut mieux être grand. Il vaut mieux être grand. Mais ça n'a pas empêché Napoléon, qui était petit, et Adolphe Thiers, qu'on représente montant sur une chaise pour tenir des discours, d'être considérés, à tort ou raison, comme des hommes d'État. D'ailleurs, ça se discute. Enfin, le génie de Napoléon ne se discute pas. Hein. Mais du point de vue de la France stricte, est-ce qu'il aura été un homme d'État? Je pense qu'il avait une vision qui était une vision impériale. Il voulait que la France reprenne le flambeau des mains du Saint-Empire romain germanique pour créer un empire français qui dominerait l'Europe. Mais en 2011, Jean-Pierre Chevènement, en 2011. En 2011, franchement, on va le trouver où, cet homme d'État? À part vous, puisque vous êtes candidat à la présidence de la République, mais écoutez, on va le trouver où? Je dédie la soirée que vous m'offrez à l'homme d'État inconnu. Mais Monsieur Fournier m'interroge sur ce que j'ai vécu. Et je lui dis, c'est comme si j'avais pris un train de nuit, comme si j'avais pris un wagon-lit, j'ai dormi. Et après? Ben après, je suis descendu sur le quai de la gare, et je me suis dit, où suis-je? Hein, c'était pas à Belfort. Mais la question que je me suis posée, quand je me suis réveillé, c'est, où suis-je? Et je dirais que je n'étais pas loin de qui suis-je? Où suis-je? Que s'est-il passé? Et quand est-ce que ça a commencé? Et curieusement, un blanc demeure toujours sur la dernière journée. Je n'ai pas
de souvenirs. Seuls mes aides de camp m'ont dit, mes officiers de sécurité, je n'étais plus mis à défense, j'étais mis à l'intérieur, m'ont dit le dernier mot que vous ayez prononcé pour nous, j'étais sur le chariot qui me faisait rentrer dans la salle d'opération, je suis aussi bien traité qu'un roi fainéant. Et ensuite, cette piqûre est intervenue, 13 électrochocs qui n'ont pas été concluants. Tous les médecins descendus de tous les étages du Val-de-Grâce, avoir un ministre de l'Intérieur sur les bras, c'est embêtant hein, pour la hiérarchie. Donc, ils s'y sont tous mis, et à force de massage, manu militari, puisque ce sont des médecins militaires, ils ont remis, au bout de 55 minutes, mon cœur en marche. Le reste avait beaucoup souffert. Donc il a fallu 3 semaines pour me récupérer. À la nage, à travers l'Achéron. Donc je suis revenu de l'autre rive, je dirais, en partie par mes propres moyens, mais aussi parce que je bénéficiais d'une certaine assistance médicale, car il fallait remplacer mon rein, j'avais un poumon plein d'eau, enfin je n'étais pas en bon état, quoi. Mais au bout de 3 semaines, je me suis réveillé. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, il faut que je sorte d'ici. Et je voyais que j'avais des tubes partout. J'étais le ministre de l'Intérieur le mieux branché de la Terre. J'avais 9. Mais tout ça est aberrant. Et je ne pouvais pas parler. Ils m'ont donné une ardoise. J'ai demandé à voir le médecin. Et je lui ai écrit... Primum non nocere. Regardez, il n'a pas compris. Il a appelé un de ses collègues. Il n'a pas compris. Natura medicatrix. J'ai écrit un troisième. C'est embêtant, il ne parle plus que le latin. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes les superstructures. Il est revenu à l'âge du bachot, quoi. Il nous récite du titre livre, quoi. C'est vraiment embêtant. Alors, je leur ai écrit, ce sont les 2 premiers préceptes d'Hippocrate. Ça veut dire, foutez-moi la paix, hein, laissez-moi tranquille, et moi je veux partir de l'hôpital. Donc, il s'en est suivi un dialogue assez rude, où le médecin-chef m'a dit, le préfet de police ici, c'est moi. Et j'ai répondu, non, c'est moi qui le nomme à Paris, le préfet de police, c'est moi. Mais ils ne m'ont pas lâché. J'ai fait une petite rechute et j'ai vu le micro de Radio Luxembourg, je vous le dis entre nous, dans mon poumon. Un énorme micro jaune et bleu. Probablement un souvenir des interviews que j'ai subies de votre part. Hein. Et je me suis tout de suite fait la réflexion que si on avait réussi à l'introduire, on pourrait le ressortir. J'étais une victime des médias. Bon, de fil en aiguille, j'étais en très mauvais état. J'avais un accès de fièvre et même, je peux vous raconter quelque chose puisqu'apparemment le sujet vous intéresse. À un moment, j'ai pensé que pour moi c'était la fin et les médecins voulaient seulement me retourner. Et j'ai pensé qu'ils allaient me jeter dans une sorte de sac de plastique qui était en effet, je le revois à ma gauche. Et j'ai dit à ma femme, car je sentais la caméra de la télévision du journal de 20h braquée sur moi, vous voyez que je suis légèrement obsessionnel, j'ai dit à ma femme, cut off, en anglais. Pas mal. Cut off, ça veut dire coupe, fais couper. Et ma femme a compris qu'elle souhaitait l'euthanasie, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis prudent sur le sujet. Donc les médecins m'ont retourné, je ne suis pas tombé dans le sac de plastique. Et il ne m'est rien arrivé de vraiment dramatique. Disons que j'ai fait 3 semaines de rééducation à l'hôpital. Mon premier exercice physique, car j'avais beaucoup maigri quand même, j'avais perdu 15 kilos, était quand le président de la République est venu me voir. Je me suis dit, je vais faire un exercice, car il faut que je fortifie les musculatures de mes cuisses, qui avaient quand même diminué de volume de moitié. Hein. Je vais me lever. Ce sera un signe de respect. En même temps, ce sera un exercice physique utile. Hein. Et je me suis levé.
Et donc, on a bavardé de divers sujets, de Milosevic, de l'Irak, de tous les sujets qui m'intéressaient. Donc, j'ai gardé ce souvenir du déplacement qu'a fait Jacques Chirac. Je suis sorti et je me suis remis assez vite, je veux dire, entre le moment où je suis sorti de l'hôpital et le moment où j'ai repris mes fonctions. En fait, je suis repassé au ministère de l'Intérieur vers le 15 décembre, oui, par là. J'ai repris une semaine de vacances. Dans le Haut-Doubs, j'ai voulu faire du ski de fond. C'était vraiment difficile. Je n'allais pas vite, hein. Mais quand même. J'ai repris mes fonctions le 4 janvier. Comment Jean-Pierre Chemel, comment on ressort de ça sur le plan humain, sur le plan de la philosophie personnelle, sur le plan de ses propres vibrations, sur le plan de l'amour et de l'intérêt qu'on a vis-à-vis de ses très proches, de ses moins proches? Quelles leçons on retire de ça et est-ce qu'on modifie son comportement? Et qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après? Manifestement, l'humour n'a pas changé. Non, vous savez, on fortifie son caractère. C'est-à-dire qu'on accuse les traits de son caractère. Voilà ce que je crois. Et naturellement, il y a des moments d'émotion dont je vous fais grâce. Oui, hein, mais dans le cercle étroit de la famille. Bon. Et puis pour le reste, non, on fortifie son caractère. Et j'ai été marqué par un de mes amis qui m'a apporté les pensées de Marc Aurèle, sachant à quelle philosophie je me rattache. Et dans les pensées de Marc Aurèle, j'ai ouvert le livre et je suis tombé sur une page qui commence comme ça. Fais en sorte que chaque acte que tu accomplisses, chaque acte de ta vie, comme s'il était le dernier. Bien sûr. Et je ne vous conseille pas d'agir ainsi, parce que ensuite, comme vous ne serez pas mort, il faudra poser d'autres actes. Est-ce que l'esprit d'indépendance s'en trouve encore renforcé? Je crois l'avoir montré. Oui, bien sûr. Il faut le dire. Moi, mais je n'ai pas été diminué physiquement. Non, c'est ce que je voudrais vous dire, parce que je n'aurais pas pu être ministre de l'Intérieur, dans des circonstances quand même difficiles, faire voter des lois importantes, comme la loi sur l'intercommunalité, affronter la tempête corse, hein, c'est vrai. parce que Erignac avait été tué l'année d'avant, mais il y a eu l'affaire de la paillote, il y a eu ensuite une motion de censure déposée notamment par M. Sarkozy, M. Dominati et M. Rossi, un élu corse. Hein, et puis l'arrestation qui s'est produite après le dépôt de cette motion de censure, l'arrestation du commando Erignac. Et croyez bien que je me tenais informé minute par minute, donc je sais très bien les déclarations qui ont été faites, parce que malgré tout, le ministère de l'Intérieur a des oreilles. Donc je sais exactement comment les choses se sont passées. Moi, j'ai ma religion sur cette affaire, si je puis dire. Allez, tiens, parlez-nous en un coup, là. Allez-y sur non, cette mais affaire. je n'en dirai pas plus, parce que c'est pas le dommage, lieu. Mais dommage. j'avais assez d'énergie pour ensuite être candidat à la présidence de la République. Oui, ça, et croyez-moi, la France, c'est une grande circonscription. C'est dur, physiquement. Ouais. C'est 60 meetings. Et vous remettez ça, là, maintenant, là, donc? Et vous savez, vivre, c'est lutter, disait Victor Hugo. Ouais. Hein. Alors, il y a plusieurs manières d'agir. Hein. On peut trouver le bon chemin. Vous serez candidat à la présidence de la République? Pour faire bouger les lignes.